Je m'appelle Patrice Muller, je suis strasbourgeois. J'ai des parents célèbres, Germain Muller et Dina Faust. Et moi-même, j'ai un peu touché à la création, on va dire. J'ai fait des films documentaires, pas mal, une douzaine. J'ai aussi un peu écrit pour la scène. Voilà, et puis j'ai travaillé dans un théâtre qui s'appelle Le Maillon. Et voilà, donc on va dire que ce que j'ai fait a quand même tourné plutôt autour du culturel, de l'artistique. J'ai du mal à dire ce que je pense de l'Alsace. Je peux dire que, voilà, que je suis alsacien, puisque j'y suis né et que j'ai passé la plupart de mon temps de vie en Alsace. J'y suis parce que mes parents sont des Alsaciens avec une identité alsacienne fortement marquée. Voilà, l'Alsace c'est ma région, mais comment dire, je ne mettrai pas l'Alsace comme priorité à ma propre identité. Enfin, c'est mon identité personnelle n'est pas liée prioritairement à l'Alsace. J'ai, comment dire, beaucoup vécu l'Alsace à travers les spectacles de mes parents, depuis que je suis tout petit. Hein. J'ai été très tôt baigné dans l'eau du Port-Oply. Donc, Port-Oply est un cabaret satirique d'inspiration rhénane, plutôt alémanique, qui a été créé tout juste après la guerre, donc par un jeune comédien qui s'appelle Germain Muller, et dans laquelle jouait également ma mère, Dina Faust. Donc c'était, au sortir de la guerre, un objet un peu nouveau, qui était un peu identifié, je crois, en Suisse et en Allemagne. Il y a des gens qui en parleraient beaucoup mieux que moi de tout ça. Mais voilà, donc il a un petit peu par comment dire, par un concours de circonstances. C'était un artiste, hein, il voulait être comédien, mais le Port-Oply, c'est un peu venu comme ça par, je ne vais pas dire par hasard, mais un concours de circonstances a fait qu'à un moment donné, c'est là-dedans qu'il s'est engagé. C'est-à-dire sur une forme de théâtre basée sur des sketchs, des chansons, des textes, des monologues, beaucoup en alsacien, un peu aussi en français et en allemand, donc c'est pour ça qu'il appelait ça un cabaret trilingue. Et voilà, et très vite, il a rencontré un public parce que je dirais qu'il y est allé, il n'est pas passé par quatre chemins, c'est-à-dire qu'il a vraiment pris son public là où il était en 1946, c'est-à-dire au sortir de la guerre, au sortir de ces déchirures, de ces souffrances qui ont beaucoup contribué à forger une identité aux Alsaciens, je pense. Et voilà, mais là, bon, là je fais un peu une présentation de ce qu'a été le Port-Oply, hein, donc je ne suis pas un conférencier très valable pour parler de ça. Donc, en tout cas, moi, personnellement, puisqu'il s'agit de parler de mon rapport à l'Alsace, quand même. Donc, mon rapport à l'Alsace, évidemment, il est passé par là. Tout petit, j'allais au théâtre, voir mes parents se faire applaudir par des salles généralement pleines. Et voilà, et puis j'étais un gamin heureux qui allait voir 2h30 de spectacle dans une langue qu'il ne comprenait pas toujours, parce que je ne comprenais pas très bien l'alsacien. Petit à petit, à force d'aller au Port-Oply, j'ai fini par mieux comprendre l'alsacien. Et puis voilà, et puis bon, d'abord c'est le regard d'un gamin qui était tout heureux de voir ses parents faire un succès sur scène. Et puis petit à petit j'ai grandi, donc j'ai commencé en devenant adolescent, puis adulte, parce que le Barabie a duré 42 ans, donc chaque année j'y allais, et puis j'avais un regard un peu forcément qui a bougé, parce que je commençais à avoir un regard critique peut-être un peu sur le Port-Oply, donc j'ai eu un rapport un peu ambivalent à ce spectacle, et qui s'est modifié au fil du temps. Voilà. Il a réconcilié les Alsaciens, entre eux et avec eux-mêmes. Bon, alors ça c'est, j'invente rien, ça a été dit 25 fois, ça a été dit dans le film peut-être dont je parlerai tout à l'heure. Voilà, donc au sortir de la guerre, dans cette espèce d'entre-deux où se trouvaient les Alsaciens, parce que je reprends quelque chose que j'avais déjà formulé ailleurs, mais quand on sort d'une guerre, en général, on se reconstruit avec un statut. On est soit vainqueur, soit vaincu, et c'est avec ce statut-là qu'on essaye de se reconstruire. Là, le problème, c'est mon regard, je l'interprète comme ça.
Je pense que pour les Alsaciens, c'était un peu plus compliqué, parce qu'ils étaient moitié vainqueurs, moitié vaincus. Puisqu'ils avaient été occupés par les nazis, certains avaient combattu dans l'armée allemande, dans l'armée nazie, mais en même temps, il y avait aussi des résistants, ils étaient contents de redevenir français. Donc voilà, ils étaient à la fois vainqueurs et vaincus. Hein, donc pour eux, c'était un petit peu plus difficile de vivre cette après-guerre. Il y avait des fractures dans les familles, il y avait, bon, là je reprends tout ce qui m'a été dit dans mon propre travail, parce que j'ai fait un travail sur cette histoire. Retrouver la fierté d'être alsacien pour ceux qui l'avaient perdu. Retrouver peut-être une certaine indulgence vis-à-vis de ceux qui avaient été allemands sans l'avoir vraiment voulu, mais qui n'en étaient pas peut-être plus malheureux que ça. Et voilà, et puis, oui, ce qu'on pourrait appeler une sorte de réconciliation. Voilà, il y avait quelques Alsaciens résistants aussi. Il y avait aussi des Alsaciens qui n'étaient pas rentrés en Alsace après l'occupation, l'annexion nazie, donc qui étaient restés dans la France de l'intérieur, comme on dit. Voilà, que tous ces gens-là formaient une espèce de peuple un petit peu désorienté, et que, paraît-il, le Boropuy les a un petit peu réorientés, et comment dire, mais en passant évidemment par les moyens du théâtre. C'est-à-dire l'émotion, d'accord, mais le rire aussi. Le cabaret, c'est d'abord fait pour rire. Donc, voilà, ça leur permettait de rire d'eux-mêmes. Voilà. Et puis, là, je vais reprendre des phrases que j'ai entendues. Il y en a qui allaient jusqu'à dire c'était notre médecin, le médecin de l'âme alsacienne. Là, je cite, hein, c'est pas moi qui le dis. Voilà, et il se trouve que j'ai, quelques années après la mort de Germain, donc une fois que le Boropuy était terminé, j'ai revisité cette histoire du Boropuy, que je ne connaissais que comme spectateur, à la limite. Spectateur, évidemment, en particulier. Mais spectateur, j'ai les revisité en voulant raconter, finalement, l'histoire du Boropuy à travers 2 documentaires que j'ai réalisés avec Félix Benoît, qui n'est pas un Alsacien. Donc, pour moi, le rapport au Boropuy, il s'est fait en 2, j'ai envie de dire, en 2 étapes, quoi. Comme fils spectateur, puis plus tard comme réalisateur documentaire. L'idée était ça. L'idée était de faire raconter, enfin l'idée originelle du projet, c'était de faire raconter le Boropuy par les spectateurs. Pas par les artistes qui ont travaillé avec mon père, pas avec des personnes, on va dire, qui seraient autorisées, ou des historiens, ou je sais pas quoi, qui seraient autorisés à parler de ça, mais vraiment en trouvant des spectateurs lambda, j'ai envie de dire, et de toutes les générations. Parce qu'il y a eu plusieurs générations de spectateurs du Boropuy. Donc voilà, on a fait ce travail qui nous a pris 1 an. Hein. C'est 1 an de travail quotidien, à la fois recherche d'archives, de photos, parce qu'un film, il faut bien l'habiller avec quelque chose. Il y avait très peu d'images, surtout de la première période, évidemment. Donc voilà, finalement, on a fait le choix de faire 2 parties, de faire 2 films, en fait. L'un qui était plutôt historique, donc qui racontait le fondement du Boropuy, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc cette après-guerre, les principaux sketchs, la pièce, évidemment, que mon père a écrite, qui est son œuvre la plus célèbre, qui s'appelle « Enfin Reiten und Emtephon ». Et puis la deuxième partie est moins historique, elle est davantage justement d'explorer le lien un peu intime qu'il y avait entre les spectateurs de plusieurs générations et le Boropuy. Donc voilà. Donc mon père m'a assez peu parlé du Boropuy et des débuts du Boropuy. Mais je pense qu'au début, il voulait être un artiste, il voulait être en scène, il voulait s'amuser. Enfin, il était un acteur, il a découvert qu'il avait aussi une plume, qu'il savait faire des chansons, il a rencontré un musicien qui savait faire des musiques, et puis il a rencontré des comédiens qui savaient jouer un peu. Et donc, je pense qu'il n'a pas dit « je vais faire le Boropuy pour réconcilier les Alsaciens ». Je ne pense pas qu'il était dans cette ambition-là. Il était très inspiré par un cabarettiste suisse qui s'appelait Rasser, que mon père avait pu aborder en Suisse, puisque mon père était réfugié en Suisse pendant la guerre. Et donc, c'est un petit peu sur le modèle de ce Rasser, de ce cabaret suisse-allemand, qu'il a construit le Boropuy, mais à aucun moment il pensait que ça allait durer 40 ans. Hein. Il s'est dit, bon, je fais ça parce que c'est nouveau, parce que personne n'a fait.
Et puis parce que peut-être il y a un sujet, et il y a de la matière, hein, il y a de quoi dire. Il y a de quoi dire. Donc, mais là où je pense qu'il a été assez fort quand même, c'est-à-dire qu'il n'a pas dit maintenant on va rigoler, on va s'amuser, on va divertir les Alsaciens pour qu'ils pensent à autre chose que la guerre. La guerre, il en parlait, il la pointait. Les procès de l'épuration, ça a donné l'objet, le procès d'épuration, ça a donné l'objet d'un sketch de 35 minutes, qui est un de ses sketchs les plus célèbres. Donc on ne peut pas dire qu'il divertissait les Alsaciens pour les... Alors il parlait d'autre chose, hein. Il ne parlait pas que de ça, évidemment. Mais il est allé là où ça fait mal, comme on dit. Et je crois que ça a été ça, la grande force. En le faisant en même temps avec assez d'humour, de légèreté, de fantaisie. Voilà, c'était un spectacle complet, le Boropli. Hein. Ça chantait, ça dansait. Bon, voilà, il y avait un côté entertainment, je ne sais pas comment on dit ça. Et, mais c'est clair que quand il s'est lancé là-dedans, voilà, non, il n'a pas dit je vais faire une œuvre historique majeure, enfin je vais créer un fait historique majeur, ce que le Boropli est un peu devenu, hein, pour en discuter, j'en sais rien, moi je ne suis pas là. Mais bon, voilà, non, je pense que très vite, il pensait que ça marcherait 2 ans, 3 ans. Je me souviens ça, il m'en a parlé quand même. Il s'est dit, bon, ben voilà, c'est un peu nouveau, ça plaît aux gens. J'ai un terrain très favorable, la guerre, les souffrances, les réconciliations, etc. Il avait conscience de ça. Il s'est dit, bon, ben dans 2, 3, 4 ans, les Alsaciens, ils seront passés à autre chose. Et puis il s'est rendu compte que les Alsaciens n'étaient pas forcément passés à autre chose. Et c'est là qu'il décide, en 1949, non pas de faire une revue avec des sketchs et des chansons, mais d'écrire une pièce que certains considèrent comme son œuvre majeure. Une pièce qui s'appelle donc « Enfin Reich man nimmt Phone ». Enfin, n'en parlons plus, pour les Français. Et voilà, et là, bon, il frappe très fort aussi, quoi, parce qu'il va carrément raconter la chronique d'une famille alsacienne entre 1940 et 1944, 44, ouais. Donc de la drôle de guerre jusqu'à la libération, et bon, c'est vrai que cette pièce a eu un impact énorme à l'époque. Et elle en a encore un peu aujourd'hui, puisqu'il y a quelques jours, j'ai assisté à une projection de la pièce, puisqu'elle a été enregistrée par la télé. Une projection de la pièce à Benneville, et j'ai remarqué que la moitié de la salle n'avait jamais vu la pièce, et qu'ils l'ont reçue vraiment comme quelque chose de très fort, voilà. Pour Germain, c'était au plat. Allez, on revient une dernière fois là-dessus, on met un grand coup, c'est une pièce de 2h30, et après, comme dit la pièce, n'en parlons plus. C'était pas tout à fait vrai, parce qu'il fallait encore parler un tout petit peu d'autre, de l'après-guerre. Bon, je ne vais pas toujours tout ramener à mon documentaire le montre, qu'au-delà de la pièce, il y a encore des... Alors c'est aussi l'après-guerre, c'est aussi comment... le rapport à la langue, par exemple, comment on interdit aux enfants à l'école... alors on les interdisait de parler français, évidemment, sous l'occupation nazie. Et puis, après la libération, on leur interdisait quasiment de parler alsacien à l'école. Bon, hein, on connaît ça, les histoires, les anecdotes, enfin les anecdotes, plus que des anecdotes. Donc, voilà, donc il y avait cette espèce ouais, il fallait traîner encore cette culpabilité. Bon, enfin, voilà, on a fait des psychanalyses de l'Alsace, moi je sais pas. Le grand paradoxe, c'est que, enfin, les enfants, oui, on peut dire les enfants, même si mon frère le parle mieux que moi, les enfants de Germain Müller et de Dina Faust ne parlaient pas alsacien. Il faut dire ce qui est. Alors moi, je ne parle que pour moi. Moi, je ne parle pas alsacien, pas parce que je ne le sais pas, parce que je ne le parle pas. Parce que je n'ai pas l'occasion de parler. Les rares fois où je le parlais, c'était avec ma grand-mère, non pas alsacienne, mais allemande, du côté de ma mère. Ma grand-mère était allemande. Et elle était totalement rétive à toute langue autre que l'allemand. Donc elle parlait ni le français ni l'alsacien. Donc avec elle, je faisais une espèce de mélange d'alsaco-germano, enfin d'allemand alsacianisé. Enfin bon, je parlais une horrible langue avec elle pour qu'elle me comprenne, parce qu'elle ne comprenait pas un mot de français. Elle avait beau vivre depuis 40 ans en France, et elle a vécu à Paris en plus. Bon, mais, autant sa fille, ma mère, était douée pour les langues, autant donc voilà, donc les seuls moments où je parlais un peu alsacien, c'était avec cette grand-mère maternelle, et un peu mon grand-père aussi maternel. Par contre, mon autre grand-mère, qui était évidemment très alsacienne aussi, la mère de Germain, avec elle, je parlais français.
même si elle parlait mieux l'alsacien que le français, elle parlait quand même un assez bon français. Et je me souviens, je disais toujours, moi je préfère aller chez la grand-mère qui parle français, quoi, parce que pour moi c'était quand même moins pénible d'être obligé de me fabriquer une espèce de langue que je ne maîtrisais pas avec ma grand-mère allemande. Et donc je disais toujours, ah si, je préfère. Quand on me disait, mes parents n'étaient pas là, ils disaient, tu vas chez... t'as une préférence entre les deux grand-mères? J'avais, pardon pour ma grand-mère maternelle que j'aimais beaucoup, mais je préfère aller chez la grand-mère paternelle parce que chez elle, on parlait français. Je pouvais parler français. Je n'étais pas obligé de me fabriquer. Voilà, mais tout ça pour dire que mes parents, j'ai presque envie de dire, je les ai plus souvent entendus parler en alsacien sur scène que dans la vie. Non pas qu'ils ne parlaient pas alsacien dans la vie, évidemment, mais devant moi, enfin avec moi en tout cas, ils me parlaient en français. Pourquoi? J'en sais rien. Et je me faisais engueuler par mon père. Il disait, je n'étais pas l'alsacien, tu vois, j'arrive même pas à... Je dis, bah oui, mais est-ce que c'est de ma faute si je ne parle pas alsacien? Pourquoi vous n'avez pas fait comme certains, que vous leur parlez que alsacien avant qu'ils aillent à l'école? C'est peut-être arrivé à l'un d'entre vous. Je connais beaucoup de gens dans les familles alsaciennes où on ne leur parlait que alsacien. Mon ex-femme, par exemple, ne parlait pas un mot de français avant d'arriver à l'école. Bah non, moi, mes parents, mais parce qu'ils parlaient un bon français aussi, mes parents. Hein. Donc ma mère parlait un excellent français, elle avait grandi à Paris quand même. Mais je ne sais pas, ils ne m'ont pas transmis. Et après, ils l'ont nié d'ailleurs. Ils me disaient, mais bien sûr que si, on te parlait alsacien, mais tu ne voulais pas le parler. Ce qui n'a aucun sens, évidemment. Quand tu demandais à un enfant de 3 ans, tu refuses de parler alsacien, bon. Donc, ils ont failli, je le dis, voilà, quitte à décevoir beaucoup d'admirateurs de Germain Müller, il ne m'a pas transmis la langue autrement que par le barabli. Et les rares fois où il me parlait en alsacien, évidemment, j'essayais de lui répondre, et je le parlais tellement mal qu'il m'engueulait. Il me disait, c'est quoi ce que tu racontes là? Tu ne sais même pas parler alsacien? Non, papa, je ne sais pas parler alsacien. Voilà. Donc, je comprends l'alsacien, enfin le strasbourgeois. Hein. Par exemple, quand Christian Hahn parle, je comprends tout ce qu'il dit, parce qu'il parle... Christian Hahn, il parle le borobli. Donc, mon rapport à l'Alsace, à moi, oui, il est serein. Voilà, c'est-à-dire que des gens de ma génération, alors... des gens de ma génération, donc, qui n'ont pas connu la guerre, donc qui n'ont pas été directement dans la souffrance, etc., mais qui ont eu des parents qui étaient, ou des grands-parents qui étaient. Donc, comment dire, les gens de ma génération, il y en a beaucoup qui est comme moi, à qui on n'a pas transmis la langue. Hein. Mais c'est vrai que je fréquente plutôt des Strasbourgeois. À la campagne, c'est autre chose. Hein. Je pense que le dialecte est beaucoup plus vivant à la campagne qu'à Strasbourg. Donc, j'avais effectivement des copains qui... Enfin, j'ai des copains, ou les gens de mon âge, je me rends compte qu'ils ont un vrai... Alors, ils le parlent tous un peu. Bon, certains le parlent bien, mais pas tant que ça, finalement. Hein. Pas tant que ça. Moi, dans ma génération, je ne connais pas à part Christian Hahn, je reviens toujours à lui, des gens qui parlent un vrai alsacien fluide, sans aller chercher sans aller chercher des mots qui leur font comprendre que c'est pas la langue dans laquelle ils parlent tous les jours. Bon, j'en connais pas. Et puis derrière ça, il y a effectivement l'aveu que soit eux, quelque part, ne voulaient rien savoir de cette langue, parce que les parents, parce que la guerre, parce qu'on est passé à autre chose, ça ne nous intéresse pas. Ou certains, il y a même des parents qui m'avaient dit effectivement dans le film que il y en avait tellement marre de ce truc que maintenant on est français pour de bon et qu'eux-mêmes n'ont pas transmis la langue. Alors ça, donc il y a eu effectivement un blocage de transmission, j'ai l'impression, surtout autour de Strasbourg. Hein. Je pense qu'à la campagne, ça s'est passé différemment. Mais essentiellement à Strasbourg, où je me rends compte que finalement la langue alsacienne a été pas bien transmise. Ils le parlent tous un peu, plus ou moins. Mais comme moi, quoi. Comme moi. Alors, de temps en temps, je retrouve des vieux copains que j'ai connus à l'école, à qui j'ai jamais parlé en alsacien, et qui avaient l'âge venant, parce que quand on vieillit, on aime bien retourner à ses racines, ou je sais pas quoi, faire comme si on retournait à ses racines, puis tout à coup se mettre à me parler en alsacien, mais un très mauvais alsacien, comme le mien. Alors je leur dis, arrête, c'est pas la peine qu'on se rappelle qu'on est alsacien, et pour le parler aussi mal, ça vaut pas la peine, quoi. Donc, Germain me disait, tu pêches François, hein, t'es un Français, toi, t'es un chauvin même, il me disait, t'es un patriote. Alors chauvin, non, j'ai jamais été chauvin. Mais oui, moi je me définis, mon identité, elle est française, clairement. Et c'est vrai que quand j'allais au Boropli, le plaisir plus ou moins grand que j'y éprouvais,
n'avait rien à voir avec les spectateurs. C'est-à-dire, pour moi, c'était pas ma fibre alsacienne qui vibrait quand j'allais au Borobli. C'est parce que je trouvais que le sketch était bien foutu, que c'était marrant, que voilà, ou que le texte était beau, ou inversement, il y a des sketchs que j'aimais pas, des textes que j'aimais pas. Mais c'était, voilà, moi, non, je me sens pas plus alsacien, peut-être même un peu moins, après avoir fait ce film. Mais il ne faut pas le prendre comme quelque chose de négatif, hein. C'est-à-dire que c'est aussi parce que j'avais un peu de distance, justement, avec ce rapport un peu comment on appelle ça, un peu violent à l'Alsace, un peu trop fort, que j'ai pu dialoguer avec les témoins qui parlent dans mon film. Que, voilà, c'est pas mon histoire qui raconte. Donc pour moi, l'Alsace, je ne vais pas dire que c'est une terre étrangère, ce serait exagéré. Mais j'ai envie de dire, pour le fils de Gérard Müller, c'est pas génial quand même. De ne pas se sentir plus alsacien que je ne me le sens. Particularisme alsacien. C'est quoi? Qu'est-ce qui fait notre... On a une histoire, bon, d'accord. On a une histoire qui est faite de... Je sais que Félix m'a dit ça un peu, à un moment donné, par provocation. Il m'a dit, mais heureusement que vous avez eu des guerres en Alsace, parce que sinon on ne saurait pas quoi raconter, finalement, de l'Alsace. Et en même temps, bon, c'est de la provoque, et c'est aussi de l'ignorance, mais... je sais pas, moi, qu'est-ce qu'on peut... Je connais un peu l'histoire de l'Alsace, ça m'a intéressé à un moment donné, parce qu'on m'avait passé une commande de texte. Oui, parce que j'écris aussi un petit peu. Et donc j'avais écrit une histoire de l'Alsace en 1h30, bon, carrément de 1000 ans d'histoire, à travers un dialogue. Donc, mais c'est vrai que moi, c'est quand même plus Strasbourg, hein, c'est quand même plus autour de Strasbourg Ah, je me sens beaucoup plus strasbourgeois qu'alsacien. Pourtant, j'ai aussi vécu à la campagne pendant 10 ans, voilà, donc c'est pas que je sois jamais sorti de mon Strasbourg, mais à la campagne, effectivement, on parle plus le dialecte, voilà, on est pas, enfin, moi je peux pas. Moi j'ai vécu à la campagne, mais j'y habitais, point final, hein. J'ai jamais participé à la vie du village, ni quoi que ce soit, donc je peux difficilement parler de la vie en Alsace. Mais oui, mais je pense qu'il y a quand même... Bon, la Strasbourg, c'est une ville universitaire, voilà, je ne vais pas dire des évidences. Donc finalement, Strasbourg, c'est métropole européenne. Bon, là, on ne m'a pas encore interrogé sur l'Alsace et l'Europe. Bon. Mais, ouais, vraiment sur le... Voilà. Je ne sais pas si je suis un bon ou un mauvais Alsacien. Ouais, j'ai le courage, enfin j'ai l'honnêteté plutôt que le courage de dire que je me sens que secondairement alsacien. Moi, mon identité, je ne sais pas si ça intéresse quelqu'un, mais mon identité première, je pourrais dire pompeusement, c'est l'humain universel. C'est ça. C'est comme ça que je m'identifie en tant qu'être humain, c'est dans l'humain universel. Après, c'est la France. Parce qu'il y a une histoire, parce que c'est politique. Je suis assez habité par la politique aussi, que la France, par définition, c'est le pays de la politique. Donc je suis un patriote, effectivement, le mot ne me fait pas peur. Puis après, je suis, oui, secondairement alsacien, parce que mes parents l'ont été. Et puis, voilà. Au début des années 70, il y a eu ce courant Roger Siffert, on va dire, Eglès, quelques autres encore, qui ont donné un espèce de coup de jeune, comme ça, à l'Alsace, avec un petit ton un peu post-68 art, hein, on peut dire. Et donc, non, moi j'étais assez... à ce moment-là, c'est le moment où je commençais à me politiser. Donc, comme c'était assez confus quand même, donc je ne savais pas trop. Donc je pensais que bon, j'étais plutôt de gauche, hein, comme on dit. Et je pensais que cette nouvelle génération d'artistes était plutôt dans une veine contestataire, que ça pouvait faire du bien et que ça pouvait même quelque part un peu contrebalancer le Borobli. Il y en a qui le disaient. Ils disaient, ah, enfin, il y a une alternative de gauche au Borobli. Ce qui est un peu ridicule, quoi, parce que bon, dire que le Borobli était un théâtre de droite, alors on peut le dire parce que Germain faisait de la politique et qu'il était plutôt dans une équipe de droite. Mais c'est vrai que moi-même, je me souviens que le disque de Roger Siffert, je l'ai acheté, je me le passais en boucle. Mais c'était pas, comment dire, ouais, parce que c'est quelque chose. Mais c'est pas tellement le côté alsacien qui me touchait, c'était de voir qu'un artiste local, ouais, pouvait. Donc il y a eu effectivement ce courant régionaliste des années 70.
Puis j'étais un peu contestataire à l'époque, donc voilà. Mais bon, ça s'est assez vite, ça a un petit peu décliné quand même ce courant, assez rapidement. Voilà, oui, mais bon, j'ai été témoin de ce moment-là, mais c'est le moment où j'allais habiter Paris, donc je n'étais pas tellement immergé là-dedans. Mais quand même, si, en revisitant, j'ai quand même participé à la création d'un journal alternatif, contestataire, on dit, vers 71-72, qui s'appelait Husum Folique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Oui. Voilà, il y avait quand même un titre alsacien. C'est pas moi qui l'ai trouvé, je pense, mais on l'a cherché. À l'époque, j'étais un peu à l'origine du Husum Folique. Et le titre, on l'a trouvé un peu ensemble. Donc il y avait quand même une idée de, comment dire, la langue alsacienne et la contestation, ça pouvait marcher ensemble. Mon père, il a écrit Messenschinitsletzte, mais il l'a écrit il y a 50 ans déjà. Là, il parlait exclusivement, enfin, il parlait essentiellement de la langue, hein, parce que cette langue va disparaître. Moi, je pense que ce soit bien qu'elle... Mais comment la conserver aussi? C'est une question qu'on peut tous se poser. Comment la conserver? Et alors, il y a les traces. Bon. Est-ce que le Boropi peut être une trace qui peut être conservée et transmise? À mon avis, très partiellement. Très partiellement. Maintenant, c'est vrai que la langue, c'est important quand même. Si plus personne n'écrit en alsacien, s'il n'y a plus un comédien qui joue en alsacien, voilà, là, il y a quand même quelque chose qui risque de... Non, c'est pas quand même la langue qui est quand même le facteur clé de tout ça. Point d'interrogation, hein.